Diroof, pour moi, c'est un livre qui parle déjà dans un premier temps de ma passion pour la musique. J'ai fait de la musique pendant longtemps, j'adore écouter tout le temps des disques dans divers styles musicaux d'ailleurs. Et régulièrement, dans mes livres, il y a un rapport à la musique comme ça qui revient. Et j'ai découvert un groupe américain donc, qui donne le titre au livre, qui s'appelle Diroof, D-2-E-R-H-2-O-F, qui veut dire sabot de cerf, patte de cerf, si vous voulez. Et je les ai découverts en 2009, et 2008, ça a été un choc. Musicalement, c'est un groupe qui se renouvelle en permanence, et c'est pour moi un idéal presque artistique, l'idée que d'un livre à un autre, d'une œuvre à une autre, un artiste peut, en gardant son identité, essayer de se renouveler. Et c'est un groupe qui me fascine depuis lors, et puis l'idée est née comme ça de le prendre comme matière première en quelque sorte, puisque mes livres en général parlent toujours de moi-même, de moi et de mon rapport au monde. Il n'y a pas une thématique, il n'y a pas de message, c'est essayer de rendre compte d'une tension entre soi, entre un individu et puis le monde qui nous entoure. Et pour ça, souvent, je fais appel à des objets extérieurs, moi j'appelle ça une matière première. Ça peut être les lutteurs de sumo, ça peut être des œuvres d'art premier exposées au pavillon des sessions au Louvre, ça peut être des objets très différents comme ça. Et là j'ai eu envie de prendre ce groupe qui représente, comme je le disais, vraiment un idéal de réinvention permanente, de le prendre comme matière première, et pas pour écrire sur Diroof, mais grâce à eux, avec eux, et de m'appuyer sur cette matière, cette musique, pour écrire ce livre. Et justement, comme ce livre ne parle pas d'eux, mais essaie d'exploiter cette matière de plein de manières différentes, il est constitué de 3 parties. La première partie, c'est la partie, je dirais, la plus intime. C'est vraiment un travail sur l'écoute des albums. Donc, il se trouve qu'ils vont sortir un nouvel album en juin, leur 14e, mais donc dans le livre, il y a 13 poèmes dans la première partie, qui couvrent les 13 albums de Diroof, que j'ai composé ces poèmes en écoutant de manière très attentive, très concentrée leur musique, et en essayant de mêler cette écoute à mes sentiments, mes idées, mes pensées du moment. Donc c'est quelque chose de... Voilà, ça produit des images, une sorte des pensées flottantes, comme ça on passe du coq à l'âne, mais parce qu'en fait c'est l'idée finalement de pensée qui dérive. Ça c'est pour la première partie, et puis j'ai enchaîné avec la troisième partie, qui s'oppose, mais qui est très différente de cette première partie, où on a au contraire des petits poèmes, je vais le montrer, parce qu'en fait c'est beaucoup plus parlant quand on le voit, mais si on regarde, donc j'ai composé des doubles pages comme ça, donc qui sont assez visuelles, et qui, en fait, le matériau de ces poèmes, ce sont les paroles du groupe. Ce sont les paroles de Diroof que j'ai, dans un premier temps, traduit en anglais, et puis j'ai utilisé ça comme une patte. J'ai pas du tout respecté, par exemple, vous voyez là, dring, c'est sans doute un mot qui est prononcé dans la chanson, et c'est le mot que j'ai retenu. Quelquefois, ça va être un petit poème en prose. Donc, j'ai utilisé cette matière qui sont les paroles du groupe, avec un esprit très naïf, un petit peu dadaïste, comme ça, enfantin, et j'ai composé des doubles pages. J'appelle ça un album. C'est un peu un album d'images en quelque sorte. Et puis j'avais l'intention dans ce livre de casser en quelque sorte ces deux parties qui sont des parties poétiques, des poèmes en vers très flottants dans la page comme ça, pour rendre un peu cette idée de liquide, de dérive de la pensée, et puis ces poèmes solides. Et je voulais casser ça par de la prose. Alors dans un premier temps, je voulais faire une sorte de biographie de Diroof très factuelle, pas poétique au sens classique du terme, au sens courant du terme. Et je ne sais pas pourquoi, un matin, j'ai eu l'idée j'ai pensé à une expérience, la plus ancienne expérience scientifique en cours, qui s'appelle l'expérience de la goutte de poids, le Pitch Drop Experiment, qui a lieu à Brisbane, en Australie, depuis 1930. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé ça. Je me suis dit, tiens, au début je ne savais pas pourquoi j'ai pensé ça, et puis je me suis dit, je vais faire un texte là-dessus. Et donc j'ai écrit un texte en prose, qui constitue la deuxième partie du livre. La deuxième partie s'appelant Diroof, et on a un petit A qui est ceci, qui est l'expérience de la goutte de poids. Une seule longue phrase, sans ponctuation,
qui décrit de manière très factuelle ce qu'est cette expérience. Et je me suis dit, mais pourquoi faire ça? Quelle idée? Puis j'ai rajouté un petit B, Deerhoof, qui est un petit paragraphe en anglais, traduit ici en note de bas de page, que j'ai prélevé sur Internet et qui mon idée de départ en fait est réduite à ça, une sorte d'explication de ce que peut être Deerhoof. En réalité, en faisant ce travail, je me suis aperçu que petit A et petit B s'opposaient en quelque sorte. On a un groupe dont j'ai dit qu'il était imprévisible, qui se renouvelle à chaque album, et puis on a une expérience qui dure depuis 1930 et qui est le fait qu'une goutte de poids, donc la poids est liquide, et justement l'expérience a pour but de montrer que la poids est un liquide et non pas un solide, qui s'écoule très lentement. Une goutte tombe de l'entonnoir à peu près tous les, en moyenne, 10-12 ans. Donc il y a cette prévisibilité de la goutte de poids et l'imprévisibilité de Deerhoof qui s'affrontent. Et puis, une fois que j'ai eu terminé le livre, je me suis aperçu encore une fois que ça avait à voir avec l'idée de matière, que les poèmes de la première partie sont des choses assez liquides. Il n'y a pas de points, justement, c'est des choses comme ça, comme de la pensée qui s'écoulent. Et puis, à l'opposé, les petits poèmes carrés sont solides, ils sont tellement solides que même à la fin de vers, qui ne sont pas les phrases, je mets des points pour les solidifier davantage. Et je me suis dit, finalement, c'est peut-être pour ça que j'ai eu l'idée de l'expérience de la goutte de poids, parce qu'il y a une sorte de questionnement sur ce que peut être la matière poétique. Le vers, la prose, le caractère liquide, le caractère solide, etc. Et voilà, donc finalement les choses... ce que j'aime dans les livres, c'est que les choses souvent s'expliquent une fois qu'on les a faites. Ça c'est voilà, l'idée de Deerhoof. C'est un livre oulipien partiellement. Alors la réponse, on va dire, c'est que oui, forcément c'est un livre oulipien, parce que quand on est membre de Oulipo, on a forcément une réflexion sur ce que peut être l'écriture oulipienne. Ça serait la réponse un peu théorico-fumeuse. La réponse très concrète, c'est que la première partie, ce n'est pas du tout expliqué dans la petite note que je dis à la fin, mais la première partie est construite de manière oulipienne parce que les vers que vous voyez là sont comptés. Sont comptés selon alors il y a différentes mesures, mais ils sont comptés selon une proposition de Jacques Roubaud, qui est la proposition de l'haïku oulipien généralisé. Vous savez ce que c'est qu'un haïku, 3 vers, classiquement mesurés en japonais 5, 7 et 5 syllabes. Il existe le haïku, le tanka, etc. Jacques Roubaud a proposé qu'on écrive des poèmes qui seraient constitués d'un nombre premier de vers. Donc, par exemple, c'est le cas pour un haïku, 3 est un nombre premier. Chaque vers constitué d'un nombre premier de syllabes. C'est le cas pour 5 et 7, ce sont des nombres premiers, divisibles par eux-mêmes et par 1. Et que le total des syllabes du poème soit aussi un nombre premier. Si vous prenez le haïku, 5, 7, 5, ça fait 17, et 17 est un nombre premier. Ce qui est vrai avec le tanka, qui est la forme japonaise un peu plus grande, qui est 5 vers, 5, 7, 5, 7, 7, ça fait 31. D'ailleurs, Jacques Roubaud avait fait à l'époque le magnifique livre 31 au cube, à partir de ça. 5, 7, 5, 7, 7, c'est aussi un ensemble de noms premiers qui constitue un nom premier. Donc à partir de là, on peut le développer. C'est ce que j'ai fait, et de la manière suivante, chaque strophe d'un poème, les strophes sont séparées par des lignes de blanc, sont des haïkus oulipiens généralisés, si vous voulez, et leur longueur, la longueur des vers, le nombre de vers, est aussi proportionnel à la durée des chansons et à leur dynamique. Ce qui est assez contraignant et qui est aussi en termes de composition très intéressant, parce que par exemple, si au moment où j'écoute l'album de Deerhoof, je travaille sur une strophe qui correspond à un morceau très court, très bref, 1 minute, et très énergique par exemple, eh bien ma strophe elle va être colorée formellement dans sa durée, dans le nombre de syllabes, par la durée du morceau. Si au contraire c'est un morceau de 5-6 minutes, eh bien, on va avoir des poèmes, des strophes beaucoup plus longues. Donc la composition des poèmes est calquée, comme ça un peu à la... C'est pas avec un tableau d'équivalence très précis, mais je l'ai constitué quand même assez précisément. Donc est une équivalence, un poème équivaut à un album. Ça c'est pour l'aspect formel, et c'est pas du tout dit dans le livre, parce que finalement, j'ai pas envie que les gens se mettent à compter à tout prix, c'est de la poésie. Quand on lit des alexandrins, ils sont mesurés, on les compte pas à chaque fois. Mais donc voilà, la première partie est très oulipienne. La deuxième, j'ai voulu faire une seule phrase. Donc
je l'ai d'abord écrite avec beaucoup de ponctuation, parenthèses, tirés, virgules, etc., que j'ai décidé de gommer au dernier moment pour rendre le caractère visqueux de l'expérience de la lutte de poids. Et la troisième partie n'est pas oulipienne au sens strict, mais elle est constituée finalement de poèmes qui tiennent dans des carrés, et des sous-formes, des sortes de petites sous-formes émergent. Il y a des poèmes avec des comptés 1, 2, 3, il y a des dessins, il y a des poèmes carrés comme ça, faire des majuscules, il y a des poèmes d'un seul mot. Ce n'est pas des formes oulipiennes au sens strict, mais c'est mon goût pour la forme qui a, petit à petit comme ça compose des objets qui sont reconnaissables, qui ont des liens de familiarité d'un poème à un autre.